bienvenue dans Faites entrer le film, 19e épisode. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olivier. Salut Kev. Ça va les garçons? Ça va, en forme. Et toi, comment tu vas? Merci, j'attendais. Moi ça va aussi. ça va durement parce que là on est le matin et on a tous l'air d'être très très bien réveillés, donc ça fait plaisir. C'est très difficile. Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va prendre du gros robot pour dégommer du gros monstre. Bienvenue dans Pacific Rim. Ah ouais, t'avais dit que ça serait court. C'est court. Quoi d'autre à dire de plus? Il y a deux, trois trucs en plus dans le film, mais l'ensemble y est. Donc, Pacific Rim ou Les Rives du Pacifique en titre québécois, un film réalisé par Guillermo del Toro en 2013 Oh yeah. avec Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba, Charlie Day, Ron Perlman, Clifton Collins Jr. et d'autres acteurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? C'est des robots qui tapent des gros trucs. C'était trop bien. Moi, c'est le film parfait pour un gosse comme moi. Pour revenir sur ma petite histoire, moi je l'ai vu au ciné, normal. Et typiquement, c'est le genre de film que j'attendais depuis mon enfance. Moi j'avais envie de voir des robots géants qui tapent des monstres géants et tout ça bien réalisé, bien filmé, avec des belles couleurs. Donc merci Guillermo. Et moi j'ai passé un excellent moment à le regarder au cinéma. Et donc quand je l'ai revu. Pour donner un peu plus de matière, excuse-moi de t'interrompre, moi je suis de la génération Goldorak vraiment, donc du coup évidemment j'ai grandi avec des robots qui tapent des gros monstres. Et découvrir Pacific Rim au cinéma, c'est un peu ce que tu disais aussi, hein, Kevin. C'est le film que j'attendais vraiment, et avec une réelle aux petits oignons. Enfin, tout était nickel pour moi dans ce film à ce moment-là. C'est ça. Moi, plus fan de Gundam de ma génération, mais vraiment, quand j'ai vu ce film, je me suis dit ah, enfin, on va peut-être créer un truc. Après, il y a eu le 2, donc j'ai compris qu'on allait rien créer du tout. Mais ce qui est dommage. Donc tout simplement pour rentrer dans le vif du sujet, Olivier, ouais. Raconte-nous la première scène. Avec grand plaisir. Alors, en fait, la première scène du film, c'est un résumé de ce qui se passe. Et c'est, encore une fois, une scène d'exposition qui va être très courte, très intense. Et à la fin de cette scène-là, qui est décomposée en 2 temps, vraiment, on a une partie très narrative qui va nous expliquer dans quel univers on est, qui va être très visuel. Avec le narrateur qui va être le héros principal, hein, c'est Riley Beckett qui nous explique tout ça. On va nous expliquer très simplement ce que c'est que la brèche, ce que c'est que les kaiju, l'arrivée par la mer du premier kaiju, 6 jours pour le tuer, avec une force militaire déployée, le kaiju, on t'explique qu'il a réussi à avancer en sortant de la brèche de plus de 50 km, il a détruit complètement 3 villes, et il a fallu 6 jours pour s'en débarrasser. Et la redondance après, 6 mois plus tard, bim, un autre kaiju qui arrive, redétruisant encore des choses. Donc ça nous plante vraiment le décor, le côté implacable de ces kaiju, donc de ces gros monstres. Et on en arrive très vite à la première construction des Jaeger, où on t'explique que tous les États du monde en fait s'allient en laissant leur querelle de côté pour développer une arme qui serait capable d'arrêter les kaiju. On a une ellipse très rapide et on retrouve donc le narrateur physiquement. C'est un pilote de Jaeger avec son frère. On nous présente la technologie Jaeger, le fait qu'il faut dériver à 2 pour pouvoir les contrôler, hein, schématiquement comme dans un cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et le fait que eux deux soient frères, hein, ça leur permet une dérive et donc une manipulation de leur robot qui est juste hyper intense et qui fonctionne très très bien. Un kaiju débarque, donc du coup le duo des frangins est envoyé au combat contre ce kaiju. Ça va pas bien se passer, évidemment, et Riley va perdre son frère qui va être mangé, arraché, une partie de leur Jaeger va être détruit et son frère va être gobé par le kaiju. Riley va réussir à ramener son Jaeger en le pilotant tout seul en sécurité au bord de mer, et le film commence. C'était long, mais oui, c'est ça. Ouais, mais c'était ça. Et surtout, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est une très très bonne scène d'introduction. Elle est super parce que tous les enjeux sont présentés rapidement. On comprend bien que la redondance et l'apparition des kaiju se fait de plus en plus rapide. Parce qu'au départ, c'était une fois tous les 6 mois, puis tous les 4 mois, 3 mois.
Donc on comprend bien que tout s'accélère, et rien que ça, ça te montre que ça met en évidence un personnage qui n'est pas vraiment un personnage, mais un élément qu'on va suivre aussi tout du long du film, qui va nous accompagner dans le film, c'est l'horloge qu'il y a dans le centre de réparation, d'entretien des Jaeger. Alors cette horloge d'ailleurs, mais qui est pas tant montrée que ça en fait. Non, Parce qu'elle a son importance, elle a son importance pour les personnages du film, mais pas pour nous. Enfin, en tout cas, son importance, enfin, j'ai pas ressenti une telle importance que ça. l'importance elle est donnée dans le fait que on demande à chaque fois qu'il y a un Keiju qui est tué de réarmer l'horloge en fait, et c'est quelque chose que tu entends plusieurs fois dans le film. À la mort de chaque Keiju, t'entends Pencost en fait, qui est le gestionnaire, le marshal qui gère vraiment l'infrastructure Jaeger dans le film, qui à chaque fois demande à réamorcer l'horloge jusqu'à la prochaine arrivée de Keiju. Oui, puis on n'a pas la même temporalité que les personnages, donc pour Du nous, tout. elle aurait beaucoup moins d'effet. Mais pour revenir à cette première scène que je trouve vraiment très très bonne, et surtout, il y a tout un passage, donc quand il est en voix off, où il t'explique qu'à la base c'était juste des pilotes, et qu'à la fin ça s'est transformé en propagande. Oui, tout à fait. Ces tout à pilotes fait, sont devenus ouais. des stars. C'est ce pourquoi il va perdre aussi son frère. C'est ça. Cette Oui, oui, question c'est- de ils ont été starifiés, un ego surdimensionné. Quand il y va en mode voilà, il a envie en découdre avec du kaiju, et ça se voit parce que donc ils acceptent pas les ordres de de Pentecost, qui leur dit il faut sauver il y a 2 millions de vies c'est pas 10 pêcheurs qui ont une C'est ça, importance. parce qu'il y a un bateau de pêcheurs Ils vont en fait donc dans cette aller première à scène de bataille. Il y a un bateau de C'est pêcheurs qui est sur le chemin du Kaiju. Parce que tout se passe dans l'eau là, pote. Et donc ils vont affronter ce kaiju, ils vont penser l'avoir tué, en fait non, le kaiju donc. Et tu te rends compte que il y a ça aussi, ce côté, cette starification de ces personnes, le fait qu'ils soient limite érigés au rang de demi-dieu, hein, parce que pour affronter des kaiju qui font 50-60 mètres de haut, faut presque en être un, mais et tu te rends compte que ça aussi ça joue. Ce côté égo, il te l'implante assez vite en fait. C'est ce qui va faire toute la saveur de ce film, en parallèle du deuxième épisode, par exemple, c'est que on te montre les faiblesses de l'humain, on te montre aussi leur grandeur. Évidemment, c'est les robots et les Jaegers qui sont énormément mis en avant dans les scènes de combat, mais ça reste l'humain qui est au centre de l'histoire. Les enjeux sont des enjeux humains, les personnages principaux sont des humains qui pilotent quelque chose, mais c'est vraiment l'humain qui est au centre de l'histoire. Contrairement à l'épisode 2, pour en parler très brièvement, où l'épisode 2, vraiment, c'est des robots contre des monstres. Et l'humain n'existe absolument pas, ce qui rend le scénario improbable, bancal, et au final ne fonctionne beaucoup moins, à mon sens. Et dans le 1, l'humain existe encore plus parce qu'en fait, on va avoir une réunification de toutes les nations du monde, Bien sûr. qu'elles soient ennemies ou alliées. Et c'est ça aussi, c'est un message qui passe en scène d'intro comme ça assez rapidement. Ça prend vraiment 10 secondes, hein, à peine. Mais pourtant, c'est un message qui est fort quand même, de se dire que contre une menace commune, les humains pourraient se rallier. Qu'est-ce qui arriverait du coup s'il y avait des gros monstres qui arriveraient? Peut-être que tous les humains du monde, toutes les nations, se réunifieraient. Et c'est vraiment un message qui passe rapidement, mais qui est très important pour sa symbolique en fait. Parce Tout à que fait. les humains, c'est des humains, et menacés, ils peuvent s'entraider quand même. On n'est pas que des cons égocentriques, du coup, sauf pour l'ego des rockstars de Jaeger, quoi. Après, faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que ce film-là, enfin le Pacific Rim, est réalisé par un grand nom, Guillermo del Toro. C'est un très bon réalisateur, mais au-delà de ça, c'est un très bon conteur d'histoire. Si tu prends un peu sa filmographie, si je m'arrête 2 secondes sur le labyrinthe de Pan, par exemple, c'est une histoire qui te raconte avec brio tout du long. C'est un vrai conte. Et tu retrouves ça beaucoup dans sa filmo. Et du coup, évidemment, l'histoire est mise en avant et fonctionne très très bien. Et les scènes de bataille qui restent dantesques avec Jaeger et Keiju, évidemment, sont tout aussi bien filmées, mais veulent dire quelque chose en fait. Oui, et puis il y a pas mal de choses, comme tu dis, le fait que tous les humains s'unissent sous une même bannière, bon ça j'y crois pas, enfin dans la réalité ça fonctionnerait pas, ça se voit que c'est une fiction. Et, mais tout, même la façon dont utiliser les Jaeger, le fait de leur dérive, c'est expliqué, mais
c'est vraiment dit comme ça en fait. Au début, il t'explique pas les tenants et les aboutissants du truc. Ça reste c'est un mec. On a l'impression que le héros raconte ce qui s'est passé à nous, tout simplement, sans rentrer dans les détails. Il est succinct et c'est très bien. Donc, il va se passer un truc. Donc, son frère est mort à Riley. Il va travailler pendant. C'est 5 ans plus tard, je crois, qu'on a une ellipse. Et il travaille sur un mur. Alors, ça, par contre, il va falloir qu'on en parle. Bah, je comptais en parler, Olivier, mais vu que toi et moi, on est connectés. On dérive ensemble. Donc ce mur qui est censé, c'est un peu comme le mur que voulait construire Trump avec les Mexicains, sauf que là c'est des kaijus. Et donc ce mur est censé faire quoi? Vous pouvez m'expliquer? Ils veulent abandonner, voilà, 5 ans plus tard. Le projet Jaeger est lâché en fait par les nations. On leur donne 1 an de budget supplémentaire pour régler le problème et après fin, puisqu'ils ont trouvé une meilleure solution pour lutter contre le kajisme, c'est de construire partout des énormes murs très 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 hauts et ben non en fait. Heureusement on passe vite sur ce truc là parce que c'est complètement débile. Dans la même scène / séquence où on voit la construction de ces murs, où on nous l'explique, on voit aussi un mur se faire détruire par un kaiju. Détruire, c'est un ballot de paille. On va dire que 1 plus moins 1, ça fait 0, et c'est une partie complètement inutile du film, qui sert juste à dire le héros il s'est reclus, mais il reste quand même à protéger les gens en construisant un mur. Mais il arrête de conduire des Jaeger et il arrête de faire confiance à l'armée. C'est vraiment juste pour dire ça. Moi, je suis pas sûr. Moi, je le lirais pas comme ça. Moi, je dirais juste que l'union des humains, tout ça, on reste des êtres cons. Hein, parce que à quel moment tu te dis qu'un mur, ça va arrêter les trucs? Ça détruit des villes sur des kilomètres et des kilomètres. Et en plus, on le voit. Hein. On le voit, ce beau mur à côté de l'Australie. Le kaiju il passe dedans mais sans problème hein. Ouais, comme dans du beurre. Comme papa dans maman. Il n'y a pas de problème. Pour lui il n'y a pas de mur quoi. C'est chut. Mais à quel moment, tu sais, c'est là où tu te dis mais à quel moment les mecs ils ont signé pour ça? Il y a un gars qui s'est levé qui a dit oh moi j'ai l'idée de malade, à part des robots géants qui défoncent les trucs sans trop de problèmes, on va créer un mur. Ok, moi je signe. Mais... En plus, ça a dû coûter une fortune. Oui, mais si tu mets dans la balance la fortune que coûte le mur versus la fortune que coûte l'entretien des Jaeger, le mur coûte moins cher. Donc, on va faire des murs. Ouais, mais l'investissement sur long terme, il est moins bon. Clairement. Est-ce que ça serait pas un film pro-militaire? Ça va trop loin. Cette émission va beaucoup trop loin. Elle est beaucoup trop engagée. On va avoir des problèmes là. Non mais c'est pas, c'est pas une question d'engagement ou pas d'engager. Parce que, enfin, j'irai pas jusqu'à pro-militaire. Mais à un moment donné, c'est cette décision du mur, on va pas en parler pendant 107 ans, mais les kaijus viennent de plus en plus tôt. Enfin, le temps d'apparition d'un kaiju est de plus en plus réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, t'as fait ton mur là, et le Pacifique, ça va être la terre des kaijus? C'est ça. Parce qu'ils vont pas arrêter de venir. Pour le coup, non, c'est une mauvaise décision et puis ils vont s'en rendre compte parce que... au final, ils vont de nouveau faire appel aux kaiju, aux Jaeger, pardon, et c'est les Jaeger qui sauveront le monde qui nous est présenté. Exactement. Il fallait un contre-pouvoir et c'est le mur, et du coup le mur ne fonctionnant pas, ça remet en avant et ça reglorifie encore l'image des Jaeger, pour le spectateur en tout cas. On se rend compte que peu importe ce que l'humain essaye de faire, il n'y a que les Jaeger qui sont le Jaeger est la meilleure solution. En gros, les enfants, retenir, vaut mieux se battre que s'enfermer. Non, vaut mieux se battre avec un robot géant. Moi, je reste du principe que les robots géants, ça reste important. Et pour avancer un peu, Pentecost, il arrive, il va chercher Riley qui est sur son mur. Et il lui dit ouais, viens, on a besoin de pilotes parce qu'on est sur un plan du tonnerre. On veut envoyer une bombe nucléaire dans la faille pour niquer la faille. On va voir que le plan il est un peu simpliste, mais il va peut-être réussir. Donc Riley arrive dans la base qui est à Hong Kong, donc la base du projet Jaeger, où il reste que 4 robots. Donc c'est pas beaucoup aussi pour toute la Terre, tu t'en rends compte. On va rencontrer les autres pilotes et c'est marrant parce qu'on les rencontre mais il y aura aucune interaction avec eux. Très peu, ils vont être montrés, enfin on va les voir visuellement, en action et humainement, oui. Mais il n'y a pas d'échange techniquement avec le héros qu'on suit vraiment tout le temps. Mis à part l'équipe qu'on voit au début en Australie,
donc le père et le fils, il n'y aura pas d'autres interactions avec les autres équipages. Mais l'important, c'est pas ça, c'est que Riley, il a plus son frère. Donc il lui faut un nouveau copilote. Et Exactement. un copilote avec lequel il peut dériver. Parce que la dérive, c'est quelque chose d'un peu complexe, on a l'impression. Mais au final, le film nous l'explique très bien, en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est vraiment le point un peu où il faut réfléchir, il faut comprendre 2 secondes. Mais le film arrive à te le faire rentrer comme le kaiju dans le mur. Non, c'est expliqué c'est mis en image d'une manière très efficace, avec une narration derrière, et tu comprends exactement comment va fonctionner, à quoi sert la dérive, et comment est-ce qu'elle s'opère. C'est un peu comme des âmes sœurs, en fait, la dérive. Il faut que tu trouves... Oui, c'est ça. Tu vas rentrer au moment de la connexion, tu rentres vraiment dans la tête de l'autre. Il t'explique. Il partage tout en fait, souvenirs, etc. Et il faut que les deux parties qui se connectent, arrivent à supporter les visions de l'autre. Ce qui pose déjà un problème à Riley, parce que lui a encore en lui les souvenirs de son frère et la mort de son frère. Ce qui va peut-être poser un problème à son nouveau partenaire de dérive. Il ne faut pas oublier que quand son frère est mort, au début du film en fait, et c'est répété plusieurs fois après dans le film, il était encore connecté à lui. C'est-à-dire qu'il a tout ressenti, tout vu, comme son frère. Et en plus, ça veut dire qu'il a une part de mort en fait en lui. Ouais, et puis en plus, donc tu vis les souvenirs de ton copilote, mais tu revis les tiens aussi. Intensément. C'est ce qui va se passer avec Mako, donc la personne avec qui va être son copilote après moult péripéties parce que Pentecost voulait pas. Et toute cette phase où elle va revivre son passé, on sent que si c'est sur un champ de bataille, ça peut mal tourner très vite. Oui. C'est pour ça que cet entraînement à la dérive, il est très très important parce que on voit qu'elle se laisse submerger par ses souvenirs. Par son souvenir. Donc, son souvenir, c'est sa famille qui se fait tuer par un kaiju au Japon, tout simplement, hein, et où elle est seule dans une ruelle et le kaiju est juste à côté. Et on voit tout de suite je sais plus quelle attaque c'est de leur Jaeger, mais c'est un truc un tir à plasma. Ça, ouais, l'arme à canon à plasma. Oui, et on voit qu'ils et qu'ils sont au milieu de la caserne et que l'attaque s'active. Donc ça crée toute une peur et on se rend compte que la dérive, c'est quand même très important. Parce que même si tu dérives bien avec ton partenaire, mais que toi-même, au bout d'un coup, tu as un problème, ça peut créer des problèmes. Et vu le prix d'un Jaeger et vu le coût en vie que ça peut causer la perte d'un Jaeger, tu te dis ce qui me fait dire qu'on pourrait peut-être faire les tests de dérive soit en simulation sans être vraiment dans une machine, ou faire les tests à l'extérieur, parce que pour juste revenir et déployer un peu ce que tu viens de dire, Kevin, donc ils se connectent, Mako et Riley ensemble dans le Jaeger, dans l'entrepôt des Jaeger. Évidemment ça tourne mal, Mako est submergée par ses propres souvenirs. Et voulant se défendre dans son souvenir, elle arme le bras canon du Jaeger, et elle est quasiment prête à tirer dans cet énorme entrepôt. Ce qui aurait pu causer la perte de matériel, des pertes humaines évidemment, et donc être très dangereux. Pourquoi ne pas faire les tests à l'extérieur dans ce cas-là, vu qu'ils sont... Bon, allez... Non, mais même pas à l'extérieur en fait, c'est parce qu'ils te disent ils te disent que ça existe les simulateurs. Parce que Mako elle en parle, elle dit qu'il lui dit 50 50 victoires en 50 trucs sur simulateur. Donc ça existe, peut-être pas mais oui, qu'ils le fassent à l'extérieur au moins. Oui, ce serait juste moins dangereux. Oui, puis on le sentait un peu que Pentecost voulait pas parce qu'elle était instable sur certains points, parce que tu recherches la vengeance. Elle veut se venger de la mort de sa famille en fait, et de cette tristesse du coup. Mais également, Pentecost il veut pas parce que simplement il voit en Mako une sorte de fille adoptive tout simplement. C'est plus que ça, c'est une fille adoptive, c'est carrément ça. C'est sa fille adoptive, donc, oui. C'est la peur d'un père aussi qu'il a de mettre sa fille dans... Oui. Après, et puis c'est bien expliqué parce que même si tu penses qu'il a pas d'émotion, parce qu'au bout d'un coup il va recadrer Riley en lui disant en gros que il le touche pas, il a pas à lui parler, il a pas à savoir si c'est son chef, il le remet à sa place d'outil en fait. Non, mais oui, tu sens qu'il y a une grande affection qu'il a pour Mako, oui, vu que c'est sa fille adoptive, parce que il t'explique comment ils se sont rencontrés en fait.
Le souvenir de Mako, qu'on vit au travers leur première dérive, va mettre en évidence en fait pourquoi au départ Pencos ne veut absolument pas que Mako devienne la partenaire de Riley, et pourquoi Pencos en étant violent dans ses actes mais en refusant que Mako aille sur le terrain. Ça au départ on nous l'explique pas tellement, on comprend juste que il veut la garder avec lui, et c'est au travers de cette dérive qu'on va comprendre que c'est Pencos qui l'a sauvée de ce Kaiju quand elle était gamine, et en pilotant un Jaeger seul d'ailleurs, ce qui va lui poser quelques petits problèmes de santé qu'on verra par la suite, et on comprend le lien affectif qui les unit à ce moment-là en fait, après leur première dérive à Riley et Mako. Mais toutes ces relations père-fils, enfin père-enfant plutôt, c'est pas la seule entre Pencos. Non, il y en a une autre, bien sûr. Et Mako, et t'as les deux, je sais pas s'ils sont australiens, mais bon, on les voit en Australie, où donc t'as le père qui est très, on va dire pas simple, mais il est droit. Enfin, il est détendu, et il est droit, oui, il a du respect pour les autres. Moral. Et le fils, Et le fils, c'est tout le contraire, c'est l'ego surdimensionné, la starification en fait. Le pilote Jaeger qui se prend pour une star, et on le sent leur interaction. Et il y a un passage qui est très intéressant entre les deux, c'est que on dit toujours qu'il y a des non-dits dans les familles. Et là, typiquement, à la fin, quand ils se disent au revoir, parce que après une attaque de Kaiju qui s'est pas très bien passée, le père a dû se casser le bras ou ne peut pas piloter, et donc son fils part avec Pencos. Et donc le père sait que c'est une mission suicide. C'est expliqué en plus, et ils te le disent très bien. Donc il va perdre son fils. Et il se regarde. Le fils lui dit tout simplement, je sais en fait. Parce que avec la dérive, oui, tu sais. Bien sûr, mais ça restera des non-dits, et ce sera dit. Je sais plus s'ils se le disent en face avant qu'ils partent pour l'acte 3, Pencoast et le gamin. Non. Ou s'ils sont physiquement ensemble juste avant leur séparation et le départ en mission. Je me souviens plus, ou si c'est dit juste au micro. Ils sont physiquement ensemble. C'est physiquement, ouais, c'est avant le départ, et en fait l'autre il dit tu sais, tu sens que le père il est pas bien. Dire, je t'aime en fait. Et le fils il lui dit ouais, il a les larmes aux yeux, et le fils lui dit non mais c'est bon, je sais tout ça. Et c'est des petits passages qui apportent de l'empathie, qui sont un peu tristes quand même, parce que voilà quoi. C'est ça, et puis tu comprends que c'est un aller simple, surtout ce dernier acte. Oui, l'autre tu m'étonnes, il a une bombe nucléaire dans le dos. Ça peut être qu'un aller simple. Hein. Il y a deux personnages, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu, parce qu'ils vont avoir leur importance, c'est les deux scientifiques. C'est le duo drôle du film, enfin, qui essaye un peu de... Pourtant, c'est les deux mecs un peu les plus importants, parce que c'est eux qui apprennent, enfin qui sont là pour apprendre des kaiju. Oui, donc t'as Newt. Il y a Newt et Gottlieb. Newt qui a des tatouages de kaiju sur les bras, c'est une groupie comme le dit. Et l'autre, c'est typiquement tout le contraire. Un mathématicien en fait, très sérieux. Et ce duo est assez intéressant. Ils s'aiment, mais comme deux gens s'aiment, ils vont s'entraider en fait. Ils vont s'entraider, mais pourtant il y a quand même une certaine adversité, une certaine animosité entre les deux. Parce que t'as le mathématicien qui jure que par les chiffres et qui considère les nombres comme des dieux. Et t'as l'autre qui ne jure que par les kaiju et la biologie des kaiju. T'as le rationnel et l'hystérique en fait. T'as le rationnel et l'hystérique. T'as celui qui va vivre au travers les chiffres, hein, c'est Gottlieb. C'est lui d'ailleurs qui détermine à chaque fois les timers et les timers de l'horloge et les apparitions. Il fait des probas sur les futures apparitions de kaiju. Et tu as Newt qui, lui, veut passer à la pratique. S'il y avait des expériences à faire sur des humains, ce serait le premier à vouloir dire si, il faut le faire pour comprendre davantage les choses. C'est le mec qui veut faire une dérive avec un cerveau de kaiju. C'est qu'il va faire. Non mais au départ il veut le faire, et quand les gars ils disent non, tu le feras pas, il fera ok d'accord, je vais le faire quand même. Et en fait typiquement lui c'est le scientifique un peu fou, parce que donc il va faire sa dérive avec les kaiju, et plus tard Hannibal, donc qui est joué par Ron Perlman, il va lui dire mais si t'as fait la dérive avec les kaiju, c'est à dire que toi t'es rentré dans son cerveau, donc t'as eu les informations, mais lui aussi il est rentré dans ton cerveau. Et oui. Donc maintenant les kaiju aussi ont les informations. Donc ça c'est un peu la boulette.
C'est ça. Et tu te dis, en fait, ce scientifique, il est tellement omnubilé par ce qu'il veut faire qu'il réfléchit pas au. Il a plus la notion de survie en fait. Il a pas, Mhm. il ne voit que ce que ça peut lui apporter lui, mais pas ce que ça va apporter à la partie adverse en fait. C'est ça. Là où l'autre, c'est plus une conscience. Il va être très droit. Et là, tu te dis, ah, petite boulette. Grosse boulette, quand même, ouais, le fait on est- de dériver avec un morceau de cerveau. Non, c'est kaiju, petite bolette, grosse Ah, conséquence. c'est ça. Voilà. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Enfin, on Ah ouais, sait ça tout c'est dans Voilà. Spider-Man. Du coup, Merci. est-ce que Vivien. maintenant on peut parler des gros robots? Ah oui, on peut parler des grands Alors, robots, Vivien. Les gros robots. Dans ce film, c'est incroyable. Il y a eu un travail, on est en 2013 quand ce film sort, et on est Donc 13 ans après Donjons et 13 ans Dragons. après Donjons et 13 ans Dragons. après Donjons et Dragons. On est Donjons et Dragons, nouvelle échelle étalon. C'est notre nouvel étalon. on est un certain temps quand même aussi après Avatar et après Transformers. Et on a un travail incroyable sur sur le visuel du film. On trouve facilement sur internet, sur YouTube, tout ça, des sortes de making-of de comment ont été designés et animés les Jaegers. Et c'est vraiment un travail de malade parce que c'est visuellement et physiquement. Enfin, c'est pas physiquement possible au sens vraiment au boulon près, mais c'est par exemple quand un bras tourne, par exemple, l'épaulette est censée bloquer le bras. Et alors que n'importe qui, on voit pas ça, bah on va pas faire, on va faire quand même tourner le bras. Dans ce film, ils vont réfléchir jusqu'à, enfin même dans les coins d'ombre où on ne peut pas voir en fait, où la caméra ne filme pas, ils vont quand même, par exemple, bouger ce morceau d'épaulette avec une fonction je sais pas, d'hydraulique ou de moteur et faire bouger le bras ensuite. Et c'est ça qui crée ce réalisme et cette cohérence en fait dans les Jaegers. C'était un travail monstrueux fait par une grosse équipe de personnes et tu vois dans Transformers, il y a ça aussi. C'est vraiment du travail sur la méca. Alors moi aujourd'hui malheureusement maintenant Transformers c'est devenu beaucoup moche et c'est un peu le même problème qu'il y aura dans Pacific Rim Uprising, donc le 2 c'est beaucoup plus, on va dire, ça aussi c'est de l'image de synthèse mais c'est pas pareil. On voit vraiment le décalage. Alors que là, on a vraiment l'impression d'y être. En plus, il y a un travail énorme de particules parce que la plupart des trucs se passent dans l'eau pour souci de complexité en fait avec les bâtiments, sûrement. Et avec l'homme, tout simplement, on peut pas juste écraser des hommes. Donc la plupart du film se passe dans le Pacifique, dans l'eau. Et donc il y a aussi un travail énorme de particules que tu vois tout au long du film, rien que quand les Jaegers marchent sous la pluie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand les Jaegers marchent sous la pluie, chaque mouvement de leurs pas, tu sais, c'est un gros truc, donc ça fait trembler. Et chaque mouvement de leurs pas, donc à chaque fois qu'ils vont faire un pas, ils vont, tu sais, un peu s'arrêter, c'est des robots, c'est un mouvement de robot, quoi, tout simplement. Et du coup, la pluie qui est sur leurs épaules et tout ça, et qui est sur leur corps, va tomber. Mais comme ça ferait réellement, comme quand tu secoues une branche, par exemple, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Le travail fourni sur Non, la mais sur la mécanique. Olivier, Oui. tu l'avais pas vu ça. Moi non plus. Non. Parce qu'il y a que Vivien qui Il voit y a, ce genre il y a de choses. il y a un travail, et honnêtement, j'ai envie de dire un énorme bravo, parce que voir des gros robots comme ça, parce qu'ils sont énormes les robots, hein, scale humain, ils sont énormes. Et pareil sur les kaiju, on va dire le travail sur les différents modèles de kaiju, il y en a qui se ressemblent. Les et textures. les textures, sur les et rien qu'aussi cette couleur, cet étalonnage et ce travail sur la couleur dans le Bone Town, la ville des eaux à Hong Kong et tout ça. Enfin, j'ai envie de dire, il y a un travail visuel, il y a une technique visuelle dans ce film qu'on voit pas tout le temps. Parce que c'est une technique visuelle qui est pas facile avec les Jaegers et les Kaiju, et qui en plus de ça te rajoute une couleur pétante, mais parfaitement dans son ton en fait, sans trop en abuser. Parce que c'est vraiment ce qu'on s'imagine par exemple on va dire d'une sous-cité de Hong Kong basée sur vraiment des kaiju au sang bleu fluo. C'est vraiment ce qu'on s'imagine d'une sous-cité comme ça, où les enseignes sont de toutes les couleurs, néon, tout ça. Et on a vraiment une sorte de
c'est pas un décalage avec le monde réel, parce que ça existe sûrement vraiment des villes comme ça où la nuit c'est vraiment éclairé comme ça, mais on a... Il y a un côté très cité-ruche en fait dans ce côté dans Ouais, Bonton. Il y a un côté cité-ruche un peu ouais, si on devait mettre un mot dessus, ce qu'on visuellement pourrait voir maintenant, Cyberpunk doit un peu c'est ça, ressembler à ça, si tu exactement, veux, ouais. le jeu là. On retrouve ce côté très néon, le décalage complet entre la crasse qu'il peut y avoir dans cette ville et l'hyper-illumination que tu Et vas retrouver cette dans notre côté. hyper-illumination, en fait, elle se raccroche à l'hyper-illumination, tout simplement, des kaiju. Parce que les kaiju, ils ont pas juste fait un gros monstre qui saigne. Ils ont fait un gros monstre qui saigne du bleu fluo et qui crache de l'acide bleu fluo et qui a des bouches bleu fluo et qui, Tout à toutes ses fait. mucoses, c'est des bleus fluo. Et du coup, c'est vraiment une ville qui est construite sur la base de cadavres de kaiju et imprégnée de cette couleur. Et à l'écran, ça rend juste... Enfin, pour moi, hein, tout ça, tout réuni, ça rend juste magnifique. Et c'est un énorme travail qui a été fait. Voilà, c'était mon... Pour le coup, je ne peux que te suivre là-dessus. Le travail de l'étalonnage et de la conception, de manière générale, de cet ensemble est grandiose à tous les niveaux. Et le souci du détail, surtout apporté au Jaeger, travailler le métal, avoir des textures métalliques, je pense que maintenant, ils ont le savoir-faire. Les boîtes d'effets spéciaux, on sait le faire. Transformer a ouvert, par exemple, des portes, et je pense que Transformer était un bon appui visuel et un bon support de travail pour ce qu'allait être Pacific Rim après, en fait. Mais Pacific Rim le pousse beaucoup beaucoup plus loin par justement l'interaction même des textures et l'interaction avec leur environnement, les particules, ce que tu disais aussi. On sait le faire aujourd'hui, mais le temps de rendu pour ce genre de choses est juste C'est-à-dire affolant, en fait. le film est sorti en 2013, donc tout ce travail a dû être fait entre 2010 et 2013. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans. Je pense, ouais, à peu près. Ça veut dire que c'est un travail, là ce qu'on voit, c'est un travail qui existait déjà il y a 10 ans. Et personnellement, dans ce travail sur la mécanique, on va dire géante, qu'on peut voir dans Pacific Rim ou Transformers, qui est un peu le même style, même si ça reste différent, il y a eu Oui, mais ça reste des gros voilà ça, robots humanoïdes, en fait. que ce soit donc Transformers 1, si je me trompe pas, qui est sorti en 2008, jusqu'à là Pacific Rim en 2013. Et vraiment, c'est à partir de Pacific Rim, je pense que ça a commencé à devenir moche. Enfin, personnellement, je trouve ça moche maintenant. On a vraiment un travail mécanique, mais à la limite du réel, en fait, visuellement. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression de voir des incrustations. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, dans Pacific Rim 2, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus lisse, en fait. C'est beaucoup plus lisse. Là, ça fait... Et du coup, ça fait moins réaliste. C'est censé rendre plus meilleur à l'image, mais ça fait moins réaliste. Et c'est le même problème que je retrouve personnellement, moi, ce que je ressens dans Transformers 3 un peu moins, mais dans Transformers 4 et 5, qui est vraiment dégueulasse. Le 5, c'est horrible, c'est immonde. Ils ont essayé de lisser un maximum pour un rendu, je pense, simplement pour un rendu, on va dire, à plus haute résolution, étant donné qu'il y a la 4K et tout ça qui est sorti. Mais en lissant à ce maximum, on a un rendu qui sort complètement, qui se met en, on va dire, en calque sur le film, mais on voit le calque. Mais ça nous sort du réel, en fait. On sort de l'hyper-réalisme voulu par des films comme Ouais. Transformers ou Pacific Rim pour aller vers quelque chose qui est, comme tu dis, de beaucoup plus lisse. Et du coup, nous, notre œil de spectateur se dit C'est ça. CGI. Et ça nous sort complètement du propos du film. Alors que Pacific Rim, mon cerveau, il sait très bien que tout ça c'est Ah bon? factice, mais il l'accepte. Oui, oui, mais il l'accepte C'est très bien. factice? Oui, je suis pas si bête que j'en ai l'air. Ouais, ah mince. Kevin, Kevin, t'es là? Oui. Bon. Ah, je m'étais endormi là, excusez-moi. Il faut expliquer à Vivien que tout ça en fait c'est fait pour de faux. Et je sais pas si je vais avoir les mots. Je sais pas si je vais Ah, avoir les mots. oui, viens, c'est pas parce que nous on habite proche de l'Atlantique que ça veut dire que ça existe pas, c'est juste que ça se passe dans une autre contrée du monde. De quoi je dois lui dire quoi déjà? Fallait juste lui expliquer que bah, tout ça c'est pas pour de vrai en fait. Ah bah c'est pas pour de vrai. Moi j'aimerais bien que ça soit pour de vrai, hein. Mais c'est pas Et pour comme de le vrai. disaient deux grands philosophes dans un épisode incroyable d'une émission inimaginable de qualité, en haut, en bas, En bas, en haut, en haut. en bas. Mais pour
pour revenir à tout ce que tu as dit, bien, je suis totalement d'accord. J'aurais pas utilisé les mêmes mots parce que mon vocabulaire se limite à diapason et tout ça. Mais en vrai, ça envoie tellement du pâté. Voilà, 10 minutes de monologue, ça aurait été là, je reconnais ça envoie du Kevin. pâté. C'est vrai. Ça envoie du petit bois, les gars. Non, mais t'as apporté un côté technique qui est très intéressant. Non. Mais là, ce que je trouve impressionnant en fait avec les Jaeger, c'est que tu sens tout le poids qui pèse. Comme tu dis, la façon dont ils marchent, ils sont lourds. Tu le sens tout ça, mais tu sens aussi leur pouvoir destructeur. Ouais. C'est impressionnant. Oui. T'es en admiration devant ça en fait. Même si tu sais que c'est pas vrai, que c'est factice. Quand ils se battent dans la ville, c'est impressionnant de détails. Il y a de la vie en fait. Tu sens que c'est vraiment ils l'ont ancré le plus possible dans le réel. Dans le réel. Et il y a de la vie absolument partout. Ils se battent, mais tu vois le moindre petit détail au second plan, troisième plan, les détails humains en fait. Ils sont présents alors que tu es en train de regarder un robot qui affronte un gros monstre, mais au deuxième plan, au sol, etc. On a des fourmis. L'humain est une fourmi, mais l'humain est quand même présent pendant ces grosses scènes de fight, ce qui rend la chose encore plus immersive. Par contre, c'est juste une question. Ouais. Depuis tout à l'heure, on dit des gros monstres qui se battent contre des gros robots. Mais il y a un nom pour définir ce genre de film et d'œuvre. Non ? Si, sûrement, parce que c'est très inspiré de ce que faisaient les Japonais avec le Godzilla, en fait, le monstre original. Il y a un nom. C'est pour ça que les kaiju, c'est un mot japonais. Il y a un nom, mais tu sais, moi, je suis pas tellement cinéphile, du coup, je sais pas trop. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Moi, je fais une émission. On doit meubler. Non, mais on continue. Ah, pardon. On en a pas parlé, mais on va en parler. La musique, elle est ouf. Ouais. Elle est simple, la musique, mais elle est efficace. J'ai assez meublé ou pas ? La musique, il faut que j'en dise encore. Ouais, je peux remplir encore un peu parce que oui, la musique est super simple. Et tu reconnais, dès le début, tu as donc le thème principal quand il y a le Jaeger, le gypsy, je sais plus trop quoi. Tu reconnais et ce thème va revenir. Et dès qu'il arrive, tu sais qu'il va y avoir de la grosse bagarre et que ça va être jouissif à regarder. Bien sûr. Et comme tu dis, ce thème est simple, mais pas simpliste. Mais il m'a laissé... Enfin, tout ce film m'a transporté, que ça soit le scénario que j'ai trouvé assez intéressant, les images qui sont fantastiques, la musique qui est en harmonie avec tout ça, et... Puis moi, je suis désolé, des Jaeger qui se tapent contre des kaiju, moi je demandais rien de plus. Et ils ont réussi à. Ce film, je savais que j'allais bien l'aimer, j'en suis sorti conquis. C'est ça, à contrario d'autres films où tu n'en entends de rien et tu es quand même ressorti déçu. Ouais, on en parlera. Je te déteste, Scott. Et c'est Alien Covenant pour ceux qui se posent la question. Où j'avais Olivier au téléphone après la séance. Putain. Et c'est ça. Donc on était où ? Et là, il va se passer deux choses intéressantes. Pas dans le film, pardon. Il y a Newt, donc le scientifique un peu fou, complètement fou, pardon, qui va à la rencontre, donc je sais pas si c'est à Hong Kong ou c'est dans Bonton de toute façon. Non, c'est à Hong Kong. Il va à la rencontre d'un contrebandier pour avoir un cerveau frais de kaiju pour pouvoir faire une dérive et comprendre un peu leur système. Mais lors de cette dérive, il va être accompagné de... comment il s'appelle le deuxième pour voilà, comme ça ils sont deux, c'est mieux. C'est moins violent en fait, ils se partagent la charge neuronale. C'est ça. Et de l'autre côté, il va y avoir le plan ultime, il reste donc deux Jaeger, celui des Australiens, j'ai envie de dire. Et le Jaeger, dernière génération en fait. La dernière génération, celui qui tire des missiles avec ses pecs. Oh yeah. Et le Gypsy, celui donc de Riley et de Mako. Mako. Je sais plus. Mako. Pour envoyer donc une charge nucléaire dans la faille pour refermer la faille. Moi, je pensais qu'on allait la refermer avec un mur, mais nucléaire, c'est mieux. Ce truc est intéressant parce que moi, au ciné, je m'étais posé la question pendant le film de me dire, mais ils t'expliquent le plan, le film se déroule tranquillement, mais dès le début, je me disais, mais pourquoi ils balancent pas une bombe de mégatonnes au travers cette brèche en fait pour...
Mais le pire, c'est qu'ils ont déjà essayé, en plus, Oui, ils le mais disent. il t'explique pas pourquoi ça ne fonctionne pas en fait. Et alors ça m'a pas empêché de profiter du film à sa sortie ciné, mais j'ai apprécié que même si ça arrive très tardivement dans le film, qui t'explique finalement pourquoi est-ce que ces bombes ne pouvaient pas passer la brèche. On a une explication. Ouais, mais en fait, ils peuvent. C'est ça, mais ils peuvent pas te l'expliquer avant parce que Non, même eux, ils le savent pas. Ils le savent pas. C'est qu'eux, ils vont l'apprendre en même temps Ils que vont nous, en fait. l'apprendre avec la dérive, la dérive des deux uluberlus, là, de Newt et de Gottlieb. Donc, pour pouvoir envoyer donc une bombe à travers la faille, elle peut pas rentrer parce que ça vient de notre monde humain. Il faut passer avec le code génétique d'un kaiju. Donc, il faut passer avec un kaiju. Ce qu'ils vont réussir à faire, après une scène intense où Idris Elba et son copilote se sacrifient pour les humains. C'est pareil, pareil, tu t'attaches à ces personnages-là et tu dis merde. Même lui que j'aimais pas, le copilote, bah, il meurt aussi, c'est dommage. Son père va être orphelin de lui. C'est beau ce que tu dis. Et tu te dis... Je sais. Et pareil, donc le gypsy va rentrer donc, dans ce monde parallèle avec un kaiju et donc il va s'accrocher à une carcasse, une carcasse de kaiju et plonger dans la brèche en fait. C'est ça, parce que c'est le seul parce qu'il a un cœur nucléaire, donc il pourra péter. Et là, donc il va rentrer et on va voir le monde parallèle qui est assez psychédélique. C'est très psychédélique. J'aimerais pas. C'est très à la. J'aimerais pas spécialement y finalement, vivre. c'est très à la couleur des kaiju. Les teintes sont différentes, mais on est sur des trucs totalement. hyper flashy en fait. Les kaiju sont, enfin, leur sang, leur mandibule, etc. est bleu électrique, bleu fluo, et on va retrouver les mêmes teintes, un peu plus fuchsia, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la brèche. C'est très psychédélique, c'est le bon mot, ça fonctionne très bien. Donc ils rentrent, ils mettent en... Bon, après quelques péripéties, il y a Mako qui est évacué. Ils ont des capsules sur les Jaeger, il y a des capsules d'éjection qui leur permettent de s'en sortir en cas de démontage de Jaeger. Riley, lui, pareil. Décidé à se sacrifier à la limite au début. C'est ça. Et ils vont, donc explosion, fermeture de la faille. Sauf qu'ils vont réussir à s'en sortir. Ça, Kevin, hein. Donc ils vont ressortir et... Comment ? Point noir non, du scénario. C'est pas que j'aime pas ça. C'est qu'on te dit qu'ils peuvent passer dans un sens avec les kaiju, mais dans l'autre sens, non. C'est-à-dire que quand ils s'éjectent en capsule, il n'y a plus de... Ils vont repasser la brèche et se retrouver dans le Pacifique à flotter avec leur capsule de survie, mais il n'y avait plus du tout de matériel génétique de kaiju pour les faire sortir de la brèche en fait. Il y avait plus... c'est vrai. C'est comme quand tu rentres dans un magasin avec une étiquette que tu n'as pas enlevée. Que tu rentres ou que tu sortes, ça sonne. C'est ça. Ça bip. Voilà. Merci Vivien. La métaphore est excellente. C'est un très bon exemple. Ouais. Mais c'est un des deux points noirs que je trouve à ce film. Donc ça, même si ça entache pas. Et contre les points noirs, il y a Biactol. Mais bon, c'est autre chose. Exactement. On n'est pas sponsor, Olivier. Et moi, c'est la deuxième. Le truc qui me gêne un peu, c'est l'histoire d'amour qui va beaucoup trop vite. Dès le premier regard, entre Riley et Mako, dès qu'ils sont présentés à la base, donc à 20 minutes de film, tu sais qu'il y a l'enjeu amoureux qui est là en fait. Pareil, on avait parlé des Jaeger qui sont très très bien animés. Et c'est pareil, là où c'est donc très mécanique, et donc ça manque de fluidité, vu que ça reste des gros robots. Le kaiju, on sent la différence. La fluidité, ça tourne dans tous les sens. Ça se voit dans l'eau, dans la scène finale où donc ce sont des Jaeger qui vont vers la brèche qui est donc située en plein milieu du Pacifique, pour rappel, et on sent bien que le Jaeger subaquatique, il se déplace, mais il est comme un humain dans l'eau. Les mouvements sont freinés par les fluides. Du coup, on sent que la masse à déplacer est beaucoup plus imposante et beaucoup plus lourde, et ils se déplacent plus lentement, alors que les kaiju qui sortent de la faille pour les empêcher les Jaeger à ce moment-là de mettre à exécution leur plan, c'est comme des poissons dans l'eau en fait. Ça se voit d'ailleurs, hein. Ils sont presque équipés de nageoires, ils se déplacent dans l'eau comme nous on se déplacerait à l'air libre. Ils sont très très libres de leur mouvement, ce qui les rend d'autant plus redoutables dans un élément aquatique. Du coup. Oui, déjà que sur terre ferme ils sont redoutables, alors dans leur propre élément c'est la fin. Même un mur ne leur résiste pas, je veux dire. Donc à partir de là... C'est vrai. On sent que Vivien est toujours en train de rechercher une information. Il est toujours en train de chercher. J'ai arrêté. C'est comment qu'on appelle les films. Non mais j'ai trouvé, mais c'est pas vraiment ça. Donc. Pareil. Je sais plus ce que je. Un truc bien. Parce que tu dis que des trucs bien, Kevin.
Oh. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait Non, c'est plaisir. Vivien qui dit des trucs bien aujourd'hui. Et Bromance, mon Ouais, ça. pote. Bah, Non, en vrai, sinon, je sais on a- vraiment on a plus fait ce que le je voulais tour dire. un peu, non? On a fait le tour, les 2 capsules s'en sortent, enfin remontent, sortent de la brèche et se retrouvent dans le Pacifique. Mako arrive la première parce que c'est la première à avoir été éjectée. Elle s'inquiète parce qu'elle voit pas Riley remonter. Au final, pouc, il y a la capsule de Riley qui remonte. Au départ, il respire pas, Mako elle croit que Riley il est un peu mort. Elle commence à lui faire un petit bouche à bouche massage car roulage de pelle. Bah, lui fait pas ça du tout, si. Et ça se termine. Et, On a pas vu le bah, même plus film. ou moins. et alors toi, t'as peut-être vu la version moins de 18 ans, parce que c'est de ton âge, et je suis entièrement d'accord avec ça, hein, c'est normal. Mais à la fin, Non. attends. À la fin, elle Non, le à la prend fin, dans du ses bras. Ouais, bon, c'est comme si elle lui roulait une pelle. Toi, tu roules des pelles bizarres, toi. Moi, les gens que je prends dans mes bras, je leur roule pas tous des pelles. Hein. Ce que vous faites dans votre vie privée ne regarde personne d'autre que vous, Non, d'accord? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Ils se prennent dans les bras, elle le prend juste dans ses bras. Ouais. donc on avait tort et C'est tu ton avais public, raison, encore une bravo. fois. C'est ça. Donc bah on va conclure, je pense. Oui, tout à fait. Donc, bah Vivien, nous t'écoutons. Moi, les défauts qu'on a du film avec cette histoire de code barre qui fonctionne que dans un sens, bon, ok, mais ça passe vite, j'ai envie de dire. Non? Tout à fait. On les a mis en avant parce qu'il fallait qu'on dise du mal du film un tout petit peu Voilà. pour le remettre dans son. Enfin, il fallait qu'on parle de tout du film. Mais c'est des défauts qui sont totalement oubliables. Non, mais comme on dit, c'est un Voilà. petit point noir, c'est pas un truc rédhibitoire. Dans les deux cas, dans ces 2 petits défauts pointés ne nuisent absolument pas au propos du film et au film Voilà. de manière générale. Pareil pour le mur, qui est bon, plus qu'un défaut quand même, qui sert quand même à tenir un propos de justification en fait, on va dire, du contraire du Jaeger, quoi, l'inverse du projet Jaeger. Défensif, offensif. Voilà ça. Ben, à part ces 2 petits trucs qui sont en fait assez rapidement oubliables, bah, ce film est juste génial. Je veux dire, t'as un scénario qui tient bien, avec des acteurs. C'est pas ma branche favorite d'acteurs, et puis c'est. Voilà, tu sens que. Ça surjoue un peu en fait, j'ai envie Alors on de va dire. se calmer mais, tout de suite, hein, mais parce que Idris Elba et Charlie Hunnam. non, mais moi là t'en je dis te pas parle du surtout mal, d'accord? des scientifiques. T'en dis pas du mal, viens. Tu veux qu'on Hannibal, tout commence? ça. C'est pas des acteurs qui. Hannibal, c'est Ron Perlman. Il Oui, joue mais- Alors toujours moi je veux comme pas ça. qu'on dise du mal de Ron Perlman, hein. Eh Attention. oh, Hein. laissez-moi faire ma conclusion. Eh ben fais-la, commence. Oui, donc voilà. Moi, ce film, je l'aime beaucoup. Je le trouve génial parce qu'en fait, c'est vraiment 1h30, 2h, non, c'est 2 heures, je crois, de gros robots qui se tapent contre du gros monstre avec un scénario qui fonctionne. Les éléments un peu complexes, tu les comprends très facilement parce qu'ils sont extrêmement bien mis en image. Et puis, on parle de l'image, putain, ça pète la classe, ça envoie du pâté, comme dirait Kevin. Voilà, c'est génial. En plus, j'adore les gros robots, quoi. Voilà. Et puis, il y a Ouais, plein t'en fais des d'hélicoptères. Il y a plein d'hélicoptères. C'est vrai qu'il y a ce petit problème de mécanophile pour Vivien avec les hélicoptères. J'avais oublié ça. C'est vrai. Et puis en plus, c'est des hélicoptères des qui gros portent robots. des Oh gros là, robots. normalement pour toi c'est. Ah, là, c'est Peggy Waouh. 18, hein. Olivier, ta conclusion. Bah, c'est un film génial quand on voit du pâté. Allez, il est à la fois offensif et défensif. Il envoie du petit bois. Il y a des hélicoptères qui portent des robots. Il y a des gros monstres. Il y a Ron Perlman et on ne dit pas de mal de Ron Perlman. Il y a Charlie Hunnam et il y a Idris Elba et on ne dit pas de mal de ces 2 acteurs. Très sincèrement, le scénario est très bien ficelé. On n'en demandait pas tellement plus parce qu'on sait quel film on va voir. On le sait d'avance. Ça va être des robots contre des monstres. Et ils arrivent quand même à nous pondre un scénario qui te tient et qui se tient avec de vrais enjeux et des enjeux humains, comme on a dit dans l'émission. Donc, à moins d'être allergique à ce genre de film, des robots contre des monstres, voyez-le si vous ne l'avez pas vu et kiffez-le parce que vous aurez exactement ce pourquoi vous avez signé. Un film génial. En plus, il y a GLaDOS. Et en plus, il y a GLaDOS. Et Kevin, toi, ta conclusion? Parce que j'ai vraiment envie de t'entendre. Alors, Le mec pas pressé, quoi. bah non, mais comme
comme on a pu le comprendre, moi j'ai été le voir au cinéma en m'attendant à un film que j'allais apprécier, et puis je suis sorti du cinéma avec les yeux d'un enfant. Je me suis dit, ils ont le film que je rêvais de voir a été fait. Des gros monstres contre des gros robots, des belles images, de la pluie, tout ce que j'aime, enfin sauf la pluie. Oh, la pluie, c'est chiant. Mais tout ce que j'aime, en fait, j'ai passé un moment de vraiment très bien. Là encore, je l'ai revu, pareil, ça m'en a mis plein les yeux. J'ai passé un excellent moment, je le conseille à toutes les personnes qui veulent voir un bon divertissement et sans se prendre spécialement la tête, parce que l'introduction des personnages, l'introduction de l'univers est faite très bien, sans se perdre dans des parce qu'on aurait pu se perdre dans des termes scientifiques avec les dérives. Ils ont pas été de ce côté-là, donc non, une histoire bien contée, une réalisation bien réalisée, des belles images, des combats impressionnants. Guillermo, je t'aime, c'est oui. tout. Moi, fais-en d'autres, s'il te plaît. Laisse pas d'autres mecs en faire, parce que le 2 il pue, quoi. Ah, le 2, Et c'était donc c'était ma conclusion. C'était notre conclusion pour Pacific Rim, tout simplement. Merci de nous avoir écoutés. Et donc la semaine prochaine, une fois n'est pas coutume, nous ne ferons pas un mauvais film, même si beaucoup le considèrent comme tel. Je t'aime, Kevin. Nous ferons comme tel, pas Guillaume. Et nous ferons donc Sucker Punch. Yes, sir. Oui. Donc accrochez-vous, parce que ça risque de déménager un peu. Ça risque de quand même, péter le cerveau aussi. Ça va être un film très explicatif, parce que Va falloir expliquer. Vous êtes en train de dire que les gens ils sont cons, quoi. Oui. D'accord, ça m'a fait plaisir. On va clôturer sur cette dernière phrase. Moi je vous aime et je vous fais des Merci bisous. à tous, passez une bonne journée et à très Prenez bientôt. soin de vous. Ciao. Soin de vous.